Et donc, vous l'avez vu à la fin du film, je vais l'appeler, c'est le directeur général d'ADIS. Il s'agit bien sûr de Jérôme Bonizek. Vous pouvez l'applaudir. Merci. En 3D, en chair et en os. Voilà. Maintenant, en vrai, on va dire. Hein. Après le digital, voilà. Néanmoins digital, parce que j'ai souhaité avoir un micro pour pouvoir... Parce que avoir le micro et toucher du doigt digital l'iPad, c'est pas évident. Ah oui, moi j'y arrive. On est passé sur... Ouais. On n'est pas dans la même cour. Enfin, bon, oui. Bravo. Non, ouais. Excusez-moi. Alors, donc Jérôme, on va parler donc à présent avec vous de l'actualité, évidemment, de la profession. Donc, on va commencer avec les retours d'expérience sur les recommandations, on va dire, nouvelles formules. Hein. Est-ce que c'est une réussite? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, finalement, qu'est-ce que vous avez pu voir avec un peu de recul? Alors déjà, effectivement, le terme est pesé. Un peu de recul, oui. Mais néanmoins, on ne peut pas être aujourd'hui, je pense, ferme et catégorique sur le sujet des recommandations. Aussi parce qu'on a des écarts importants sur la perception qu'on peut en avoir sur les frais de santé, et je distinguerai par rapport aux difficultés qu'on anticipe ou qu'on commence à constater sur les risques prévoyance. Néanmoins, ce qu'on va regarder ensemble, et on verra tout à l'heure quelques chiffres, c'est les premiers résultats en termes de taux de remplissage. Alors, ce qu'on appelle, nous, le taux de remplissage, c'est le taux de mutualisation dans la branche. Et ce qui est important dans un régime, c'est qu'effectivement, on arrive à fédérer un maximum d'entreprises et de salariés pour, d'une part, assurer les équilibres techniques, qu'il ait du sens à piloter pour les partenaires sociaux, et d'autre part aussi assurer la viabilité des éléments de solidarité, parce qu'il faut quand même un minimum de cotisants pour lever les fonds de solidarité dont on parlera tout à l'heure en détail. Donc la première constatation, c'est, vous le verrez tout à l'heure en quelques chiffres, ça marche plutôt bien sur les frais de santé, avec des différences quand même notables d'une branche à l'autre. Néanmoins, on marquera un écart par rapport à la prévoyance, où on a plus d'inquiétude sur le risque lourd. Et les sujets sont assez importants sur le terrain pour être séparés dans cette analyse qu'on peut faire. Alors justement, donc on va regarder finalement qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a peut-être justement moins bien fonctionné pendant cette année. On va peut-être commencer avec le plus positif, c'est-à-dire à savoir donc tout le domaine de la complémentaire santé. Alors dans la complémentaire santé, le président d'ADIS l'a rappelé, il y a eu un certain nombre de succès en 2015, avec des branches qui nous ont fait confiance, en partie des branches que nous avons aussi sur le premier risque et la prévoyance lourde. Et aujourd'hui, c'est le travail de terrain constaté, c'est celui fait par les membres d'ADIS. Je rappelle qu'ADIS travaille au contact des commissions paritaires, et derrière, les membres distribuent, bien sûr, sur le terrain auprès des entreprises et des salariés. Et ce travail permet de constater, on l'a fait ensemble avec les équipes de développement des membres, à mi-année, des premiers taux de remplissage, on va dire, de taux de mutualisation, qu'on va commenter ensemble. En rappelant qu'on avait des objectifs, il faut être conscient qu'on n'est plus sur des désignations, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, et quand on parle d'une recommandation, bien sûr, on n'a pas ce levier d'obligation qui pèse sur l'entreprise. Donc il a fallu, bien sûr, des actions de terrain encore plus dynamiques, on va dire, que par le passé. Et vous étiez fixé quoi, alors, justement, comme objectif ? Sur les objectifs qu'on s'était fixés, on va voir que chaque dossier est assez différent. Si vous êtes seul recommandé et tenant de la prévoyance, ou si vous êtes nouveau recommandé avec à côté un autre assureur recommandé qui n'est pas vous, qui est un concurrent, et qui lui tient la prévoyance, ça change profondément la donne. Donc nos objectifs variaient de la première année en fonction de cette typologie de dossier de 5 à 30%. On anticipait de faire donc 5 à 30% des salariés de la branche sur une première année. Avec un objectif à 3 ans, on estime qu'il faudra 3 ans pour faire le plein entre guillemets des recommandations, qui est de 10 à 60%, donc 10 dans les potentiels les plus faibles. Quand par exemple on ne tenait pas la branche en prévoyance, on n'a pas de part de marché et qu'il faut tout faire en partant de zéro, et qu'il y a un autre acteur qui est recommandé en prévoyance à côté et qui tient le portefeuille, et 60% lorsque on est en capacité de travailler sur un portefeuille qu'on connaît, important avec beaucoup de clients déjà dans la branche, et seul recommandé. Donc ça explique les variables, il faut être cohérent, qu'un dossier de branche et un autre ne se ressemblent pas du tout dans la capacité à faire. Donc ça, c'était pour les objectifs que vous étiez fixés. Alors évidemment, on est impatient de savoir quels ont été les premiers résultats. Alors, les objectifs ont été fixés d'ailleurs entre les membres communément, ont été partagés. Et ces premiers résultats, vous les avez donc sous les yeux, c'est intéressant de commenter. Parce qu'on a pour l'instant très peu de chiffres, et cet après-midi, j'ai eu le plaisir de présenter ces premiers chiffres devant la presse professionnelle de notre milieu, qui était intéressée pour voir au fond, derrière tout ce débat qu'on a sur les clauses de recommandation, est-ce que ça peut fonctionner ou pas dans certains cas, et dans certains risques notamment. Donc les constats, je vais passer, je ne vais pas vous abasourdir de chiffres en détail, mais néanmoins,
Notez que vous avez donc en colonne, le premier, c'est le taux de mutualisation, c'est le pourcentage des salariés couverts par rapport au potentiel de la branche qu'on a estimé. Donc vous avez 8 branches sur lesquelles on est en dessous de 10% de mutualisation, c'est-à-dire plutôt en dessous de l'estimation qu'on pensait faire la première année. En dessous de vos objectifs, oui. Voilà, de l'objectif en tout cas qu'on avait anticipé, avec à peu près un peu moins de 15 000 salariés couverts dans ces 8 branches. On a des branches entre 10 et 30%, donc qui sont dans l'objectif qu'on s'était fixé la première année avec les membres, à hauteur de 6 branches pour à peu près 25 000 salariés couverts. Et puis après, on arrive sur des branches où on est déjà au-delà de l'objectif qu'on pouvait penser faire la première année. Donc on est sur des branches avec entre 30 et 50% d'effectifs couverts. On a 2 branches pour à peu près 40 000 salariés. Et puis des branches au-delà de 50% dès la première année en frais de santé, ce qui est, je pense, était peut-être pour certains inconcevable il y a 1 ou 2 ans. C'est des circonstances bien particulières qu'on évoquera après, mais qui permettent d'arriver à des taux de mutualisation très importants. Et ces 3 branches qui génèrent aujourd'hui un nombre de salariés couverts, donc des nouveaux droits collectifs pour ces salariés, à un peu plus de 670 000 salariés. Alors ça porte le total, vous le voyez, l'activité du groupement a généré 750 000 nouveaux salariés couverts à titre collectif par l'activité de terrain dans les branches professionnelles. Je pense que de ce point de vue-là, c'est assez remarquable de constater le volume apporté effectivement dans les mutualisations de ces branches, avec, vous l'avez noté, des écarts importants d'une branche à l'autre. Voilà, donc on voit effectivement donc une belle réussite. Et donc, alors elle s'explique comment justement cette réussite finalement, donc quels ont été les moyens qui vous ont permis d'atteindre ces résultats? Alors de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on n'a pas des capteurs sur le terrain permettant de tirer toutes les conclusions. Maintenant, à grande maille, quelque part, les constats qu'on peut faire, c'est, premier point, la capacité d'implication des partenaires sociaux. Apporter un régime, effectivement, quand vous pouvez, à travers une représentation patronale très importante, par exemple, vous avez dans les premières branches, en termes de mutualisation, celles qui sont les plus élevées, parfois des branches où la fédération patronale pèse sur 100% des entreprises. Donc forcément, si le message qui est relayé à côté des opérateurs recommandés par une fédération patronale qui pèse quasiment sur une base 100, est porté politiquement, il a du poids auprès des entreprises. Donc c'est une branche, en l'occurrence celle que j'évoque, où on a 80% d'adhésion dans la mutualisation du régime. C'est important de le souligner. Donc ça, c'est une capacité d'action des partenaires sociaux à côté du recommandé. On va dire qu'avant, le désigné suffisait en lui-même, ou les désignés, pour faire le travail sur le terrain. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une capacité d'action des partenaires sociaux, ce ne sera pas aussi efficace que quand il y a une capacité, notamment avec une action reliée à côté de l'opérateur recommandé ou des opérateurs recommandés. Deuxième point, je crois que si un régime de branche est assez spécifique dans sa construction technique, je ne vais pas rentrer dans le détail des paramètres, mais si vous avez un régime qui est dans la structure de cotisation est très particulier, il sera en déconnexion avec le marché de l'assurance qui vous concurrence sur le terrain. Donc de fait, il se mutualisera davantage puisque vous aurez peu d'offres concurrentes sur le terrain. Donc là, le côté atypique du régime par rapport à la structure des contrats d'assurance habituels est aussi une garantie, en tout cas, d'un taux de mutualisation assez bon. Et le dernier point, là c'était aussi une ambition qu'on avait, c'était d'implanter un maximum, d'aider les partenaires sociaux dans le régime de branche frais de santé, là où on a déjà la prévoyance, ou en tout cas une partie de la prévoyance. Et effectivement, on constate que là où on tient la prévoyance, les taux de mutualisation sont plus importants, ça paraît logique, mais ça va mieux en le disant et en le constatant, parce que vous avez déjà par exemple 80% d'entreprises sur le risque lourd. Aujourd'hui, de par la désignation que vous aviez historiquement, plus facilement, vous arriverez à capter, on va dire, dans la mutualisation du régime, des entreprises sur les frais de santé. Donc ça va mieux en le disant. Il y a une synergie, le fait d'être en prévoyance pour mettre en œuvre le régime santé de la branche. Donc ça, c'était pour la santé, on va dire, donc ce premier bilan. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant en ce qui concerne la prévoyance? On avait dit qu'on commençait par le plus positif, donc a priori, on peut imaginer que c'est peut-être un peu moins positif, un peu moins bon de ce côté-là. Oui, sur la prévoyance, il est vrai qu'on a, je crois tous, la profession partage, et les partenaires sociaux aussi, de fortes inquiétudes. On a un édifice qui est construit depuis maintenant plus de 30 ans sur des clauses de désignation. Aujourd'hui, ces clauses ont été reconnues anticonstitutionnelles en 2013. Et partant de là, on a donc aujourd'hui à peu près 11 millions de salariés du privé qui sont couverts sur 16 millions par des régimes à clauses de désignation. Donc c'est un édifice important qui est en phase de transition, parce qu'on est bien souvent en fin de clause de désignation dans ces régimes-là. Après, je lève la question, est-ce qu'on peut parler dans tous les cas de fin de désignation? Il y a des débats juridiques aujourd'hui. On
peut pas parler dans tous les cas de certaines clauses comme étant tombées, puisqu'il y a des rédactions d'accords qui permettent de dire qu'elles peuvent continuer, mais ça, c'est un débat d'experts et de juristes en ce moment. Et partant de là, le constat qu'on fait, c'est que ce régime de transition vers les recommandations porte un risque profond en lui, c'est que si vous êtes l'opérateur de la branche précédemment désigné et nouveau recommandé, on a tous une crainte, c'est qu'au fond, les entreprises, petit à petit, en tout cas celles qui peuvent trouver moins cher ailleurs, partiront des régimes, et au final que le régime, quelque part, devienne le fonds de compensation de ceux qui n'arrivent pas à trouver un coût d'assurance moins cher ailleurs. Et ce sujet est beaucoup plus prégnant sur les frais de santé. Pourquoi ? En frais de santé, vous avez un écart de prix d'une entreprise à l'autre n'est pas si important que ça. On va varier de 30% globalement entre une entreprise à une autre vis-à-vis de sa démographie de salariés. Je rentre un peu dans le détail, mais c'est important pour comprendre. En prévoyance, si vous comparez deux entreprises d'un même secteur, d'un même effectif, selon la démographie des salariés, selon le risque encouru par les salariés, vous avez des écarts de cotisation qui peuvent être de 1 à 6. Donc l'écart de prix est beaucoup plus important. Voilà. Et de fait, vous aurez des appels sur le marché avec des prix bas, et le régime risque de ne conserver à terme que des mauvais risques, entre guillemets, avec la question qui se posera de leur viabilité. Alors, c'est un peu un tableau noir, hein. Vous allez me dire, pour autant aujourd'hui, il y a eu beaucoup de désignations par le passé, ces clauses sont encore fortement mutualisées aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut être totalement positif et naïf pour l'avenir, mais il y a encore des taux de mutualisation bons dans les régimes de prévoyance. Et on a constaté quelques démutualisations, quelques débuts de démutualisation dans quelques régimes depuis 2-3 ans. Mais ce n'est pas encore marqué. Je crois qu'il faut, on essaie de passer les messages pour prendre le pas aujourd'hui et ne pas laisser penser que parce que ça ne bouge pas dans les désignations de prévoyance aujourd'hui qui sont transformées en recommandations, ça ne bougera pas demain. Donc là-dessus, une grande vigilance de notre part. Je pense que les partenaires sociaux sont conscients que ce n'est pas un sujet simple sur la prévoyance, qu'il y a beaucoup plus peut-être d'utilité à mutualiser sur les risques de prévoyance que sur la santé dans une branche, et qu'il faut être vigilant sur le risque d'effondrement de certains régimes, notamment si demain une réforme des retraites obligeait de provisionner encore davantage, en repoussant pourquoi pas de 62 à 65 ans l'âge des salariés concernés en invalidité par exemple, et que de fait on aurait une obligation d'augmenter dans les régimes les cotisations, et on se retrouvait avec probablement une fuite importante d'entreprises de ces régimes de prévoyance. Donc c'est un peu un tableau noir, mais je crois qu'il faut être réaliste sur les craintes que nous avons. Autant on peut être positif sur le sujet santé, autant on a des vraies craintes sur le sujet prévoyance lourde, partagées, je pense, par les partenaires sociaux et par les actuaires ou les conseils de branche. Alors, autre sujet important, donc la mise en place du degré élevé de solidarité. Aujourd'hui, comment ça se passe justement de ce côté-là ? Alors, je rappelle que les recommandations dans le texte doivent comporter, avec à minima 2% de cotisation consacrée à la solidarité, des dispositions concrètes sur le terrain en matière de solidarité. Alors, concret sur le terrain, on devra faire du reporting aussi au ministère, ce qui explique qu'on ne pourra pas se contenter de démarches incantatoires. Il faudra vraiment, bien sûr, mettre en œuvre des actions et justifier des dépenses utiles qui ont été faites avec l'argent de la collectivité employeur salarié. En posant le cadre, on a eu une démarche, donc les partenaires sociaux ont signé des accords, bien sûr, en recommandation. En 2015, majoritairement, tout ce qui a été fait en recommandation devait comporter une clause prévoyant des éléments de solidarité. Ces clauses, bien souvent, ont posé le cadre, c'est-à-dire la collecte, 2%, voire parfois un peu plus dans certaines branches, et ont posé le principe qui allait être décliné, avec parfois quelques mesures qui ont été déjà dans les accords initialement poussées, comme le fait de défalquer les cotisations, on en parlera tout à l'heure en termes d'exemples, pour certaines populations, mais il restait encore, après cette signature d'accord qui s'est faite très rapidement, je pense qu'il faut être conscient qu'il restait beaucoup de travail à faire et qui est en train de se faire en ce moment dans les branches, avec les opérateurs partenaires de la branche, un cours recommandé, et que partant de là, il fallait laisser du temps au temps pour négocier, pour discuter de ce qui doit être mis en œuvre, et que c'est seulement maintenant qu'on commence à voir sur le terrain l'application concrète, la traduction concrète des négociations paritaires sur ce sujet de solidarité. Donc pour les branches, alors finalement, donc est-ce qu'on sait qu'est-ce qui marche le mieux ? Vous avez forcément donc regardé à droite à gauche donc les exemples concrets. Est-ce que vous pouvez nous dire justement qu'est-ce qui ressort ? Est-ce qu'il y a des secteurs, des endroits, on va dire, où ça marche mieux que sur d'autres ? Alors, ce qu'on va faire, je pense, c'est intéressant de s'arrêter quelques minutes. Je vais les commenter. On a voulu illustrer le décret sur la partie solidarité, qui est un décret de 2014, vous pose une palette d'actions sur lesquelles vous pouvez jouer en tout ou partie. Et partant de là, les branches et les partenaires sociaux ont une liberté de négociation, bien sûr.
et d'utiliser ce qui leur paraît pertinent par rapport aux besoins de terrain des entreprises, des salariés. Donc, je vais prendre quelques exemples que je souhaitais, qui sont dans le périmètre d'ADIS. Je ne parle pas de ce qui est fait par des branches avec des concurrents. Dans le périmètre d'ADIS, on peut prendre un exemple de la branche des entreprises du froid. Donc, c'est une branche dans laquelle on a une proportion importante de salariés qui se déplacent sur le terrain pour entretenir, on va dire, des climatisations, pour entretenir des cuisines professionnelles dans la restauration ou auprès des grandes surfaces. Et donc, le risque routier est apparu pour les partenaires sociaux comme un risque important à traiter en termes de prévention. Donc, la réponse a été de décliner. Ça commence seulement maintenant. Il a fallu une démarche de réflexion pendant 6 mois. La démarche, c'est maintenant de décliner sur le terrain par 12 actions concrètes sur 12 mois. On va pousser des films via l'entreprise auprès des salariés pour sensibiliser sur, par exemple, la fatigue au volant, sur la vitesse et les distances d'arrêt, sur le téléphone au volant, les angles morts. Vous me direz, c'est des choses que font déjà les pouvoirs publics, la prévention routière. Néanmoins, c'est toujours bien de le rappeler que dans le cadre professionnel, ils sont peut-être plus exposés à ces questions-là qu'un salarié qui est derrière son bureau toute la journée. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple qui, moi, me paraît aussi très important à souligner, on prend la démarche qui a été initiée dans la branche des gardiens employés d'immeubles. C'est une branche où vous avez des salariés relativement isolés, qui se retrouvent effectivement dans une loge et dans une condition d'emploi particulière, parce que vous n'avez pas d'employeur hiérarchie directe, vous avez un syndic qui est le gestionnaire, et une copropriété qui est l'employeur, entre guillemets, diffus du collaborateur. Et donc le gardien peut se retrouver assez isolé dans les problématiques soit personnelles, soit professionnelles. Et on a utilisé quelque part dans cette branche-là ce qui est fait, ça vient d'une démarche qui a été faite dans des grands comptes, notamment du côté du groupe Humanis. On a relayé une démarche d'écoute psychologique et d'accompagnement des personnes qui peuvent être en souffrance tant à titre personnel qu'à titre professionnel. Donc il y a une plateforme d'écoute qui est mise en œuvre avec des démarches et des entretiens d'assistants sociaux, voire de psychologues, selon la problématique rencontrée par le salarié. Donc l'idée étant de pouvoir avoir une écoute psychosociale pour que ces personnes se sentent moins isolées et ne se retrouvent pas en souffrance au travail. Qui dit souffrance au travail dit potentiellement risque d'arrêt de travail, voire, dans les cas extrêmes, bien sûr, on peut parler du suicide. Alors, autre exemple, donc, dans le secteur de l'enseignement, vous êtes allé également voir comment ça fonctionnait là-bas. Enseignement privé sous contrat, donc c'est toute la partie enseignement, on va dire, majoritairement catholique. De noter que dans cette branche-là, il est prévu que le fonds de solidarité alimente des droits pour des salariés, enfin certains salariés, notamment, je cite, les salariés en CDD de moins de 12 mois ou apprentis ont une gratuité de leur cotisation. Leur part salariée est gratuite, payée par le 2%. De la même façon, les salariés pour qui le régime représenterait plus de 10% de leur cotisation, de leur salaire, ces salariés bénéficient d'une décote de 50% des cotisations. L'idée, c'est qu'on garde dans la branche des salariés qui, sans ça, seraient peut-être exonérés. Et de fait, on veut avoir une mutualisation, donc on incite les salariés à se couvrir avec le fonds de solidarité. Donc ça, c'est une action très concrète qui a été mise en œuvre dès le début du régime. Et je citerai une dernière action qui, moi, parce que ça, c'est les équipes de terrain qui, dans le giron d'ADI sont au contact des branches, mais je constate au fond, et je relève ce qui est fait dans les différentes branches dans mon activité de direction générale. Et il y a un point qui je crois, fait écho à tout ce qu'on a pu vivre en termes d'émotion ces derniers mois. Ce que la branche des administrateurs judiciaires a fait, par exemple, c'est d'initier une démarche de certification des salariés sur les gestes et premiers secours. Avec, je pense, l'idée que, bien sûr, plus qu'avant, aujourd'hui, on est peut-être tous confrontés demain dans la rue à ces difficultés, à ces drames qu'on a pu tous vivre ces derniers mois, et que le citoyen peut, alors, tant dans la rue, mais aussi dans l'entreprise, être utile pour porter assistance à soit son collègue de bureau, soit une personne qui ne connaît pas dans la rue. Et donc la branche a souhaité mettre en place une démarche certifiante sur le terrain, avec une formation et un certificat remis à chaque salarié qui en bénéficiera. Donc c'est concrètement, là on dépasse presque le cadre professionnel, mais ça, bien sûr, ça peut être utilisé à titre professionnel lorsque vous avez un collègue qui va faire, pourquoi pas, un problème de type malaise ou infarctus. Effectivement, donc on le voit des exemples très fournis. Alors pour terminer, Jérôme, quelles sont finalement, si on se tourne maintenant vers 2017, on va dire, les thématiques des grandes négociations, des prochaines négociations donc, qui vont avoir lieu en matière de protection sociale? Évidemment, on pense qu'on va beaucoup parler de l'épargne salariale, après donc la loi Macron. Est-ce que les branches vont justement devoir négocier des accords dans ce domaine? Est-ce qu'elles vont devoir s'y mettre? Alors, la réponse est dans la question.
La loi Macron, il faut rappeler qu'il y a une disposition dans la loi de 2015 qui est passée peut-être un peu inaperçue, puisqu'on était en pleine phase de négociation, en plein cycle de négociation pour les partenaires sociaux sur les frais de santé. Et que la loi Macron prévoit qu'à titre obligatoire, les branches doivent négocier, avant fin 2017, sur des dispositions d'épargne salariale, alors notamment l'accès à l'intéressement pour des petites entreprises, et puis derrière, bien sûr, les réceptacles que sont le plan d'épargne entreprise et le plan d'épargne retraite collectif. Et de ce point de vue-là, vous l'avez vu dans la lettre ADIS qui a été diffusée il y a très peu de temps, on se doit d'être en information, en accompagnement des branches par rapport à cette thématique d'actualité. Il reste 15 mois maintenant pour négocier. La loi prévoit d'ailleurs que si la négociation n'est pas ouverte avant fin 2016, c'est aux organisations syndicales de prendre la main pour demander l'ouverture de négociation. Donc on voit bien qu'il y aura un sujet dans un certain nombre de branches qui va s'ouvrir sous peu, et que de ce point de vue-là, on a, comme on l'a fait par le passé sur la prévoyance et plus récemment sur la santé, on a la vocation de devoir accompagner les partenaires sociaux sur ce sujet d'épargne salariale, où il y a une maîtrise importante dans l'activité du groupement, avec notamment la structure Interexpansion Fongépar, qui est experte paritaire de la gestion financière et de la gestion administrative de l'épargne salariale. Donc c'est un sujet sur lequel on sera bien sûr à disposition des partenaires sociaux pour les accompagner. Il y aura certainement des appels à concurrence là également, pour après être opérateur dans la branche de l'épargne salariale lorsque ça aura été négocié. Un tout dernier mot donc, pour conclure. Vous accompagnez donc aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, 70 branches. Qu'est-ce que ADIS va faire pour elles, donc pour l'avenir ? Alors continuer à accompagner, bien sûr, c'est entre guillemets le b.a.-ba, c'est de continuer à faire ce qu'on a fait jusque-là sur la prévoyance, les frais de santé, demain l'épargne salariale et l'épargne retraite. Néanmoins, si on regarde un peu plus loin, on voit que le paysage des branches devrait se recomposer en partie, notamment sous l'impulsion des pouvoirs publics, qui demandent effectivement à réduire le nombre de branches. Après, on peut débattre, ce n'est pas à nous de juger sur la nécessité ou pas de fixer des seuils pour réduire le nombre de branches. Toujours est-il qu'on constate que la démarche est lancée, et que par rapport à cela, sur 70 professions, 70 branches accompagnées, on va se retrouver assez souvent, alors soit dans une partie des branches qui fusionnent, soit dans 2 ou 3 branches qui peuvent discuter de fusion, et que si on est dans 2 ou 3 régimes, en tout cas, on devra pouvoir nous accompagner, faciliter le travail de négociation des partenaires sociaux sur ces régimes de protection sociale, parce que c'est comme une grande entreprise qui va vouloir, entre guillemets, fusionner des entités qui avaient chacune un accord collectif de protection sociale. Il va falloir harmoniser tout cela et qu'on a un travail de fond. Alors nous, bien sûr, avec les opérateurs membres d'ADIS, et puis ça se fera aussi, bien sûr, il faudra tenir compte des autres opérateurs qui sont déjà présents sur les autres branches avec lesquelles la discussion va se passer, et que je pense que ça va rythmer une bonne partie de nos négociations à l'avenir. On va dire que si on se projetait dans 5 ans, on aura certainement moins de branches qu'aujourd'hui, on a 70, on aura peut-être moins de branches, mais avec beaucoup plus de salariés concernés, de par le rapprochement des branches. C'est un peu, quelque part, la projection rapide qu'on peut avoir dans l'avenir. On n'est pas sur le digital, là, on est vraiment dans la réalité des branches, et je pense qu'on se doit, nous, d'être demain sur un travail de fond qui aura été fait par les partenaires sociaux depuis des années, prévoyance, santé, épargne salariale. Et bien, il faudra après passer aux phases de concentration et donc aider à ces concentrations dès lors que c'est un souhait des branches de se rapprocher les unes des autres. On n'est pas sur le digital, mais en tout cas, on a déjà beaucoup de tweets. On les a vus s'afficher donc derrière vous tout à l'heure. Beaucoup de tweets. Donc, merci déjà donc de votre participation. Donc, des tweets qui relaient justement, donc Jérôme, tout ce que vous venez de nous dire, cet éclairage donc très complet de votre profession, de l'actualité de votre profession. Merci pour cet éclairage. Merci. Je pense qu'on peut applaudir Jérôme.